Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Enzo qui est venu inaugurer pour la première fois le studio podcast, qui est expert en marketing et que je vais laisser se présenter. Bonjour Enzo. Bonjour Yannu, merci beaucoup pour l'invitation. Pour ma présentation, j'ai 23 ans. Je suis arrivé il y a un mois sur Dubaï. Je travaille dans le marketing digital, donc j'ai globalement une agence dans l'infoproduit. En quoi ça consiste? Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'infoproduit aussi. L'infoproduit, c'est les produits digitaux. Donc c'est le fait, par exemple, de vendre des accompagnements, des formations, des mentorings. Et c'est des services qui sont basés sur l'information. On vend de l'information en ligne. Donc moi, je ne le fais pas directement, mais je gère du coup des clients qui vendent de l'information en ligne. Et mon but, en gros, c'est de piloter tout leur écosystème marketing et de leur faire le plus de ventes possible, satisfaction client, ramener le plus de personnes dans leur mentoring et leur formation. Et voilà, globalement, et ça s'appelle Infoproduct Scale Partner, c'est ce que je suis aussi en train de développer en ce moment. Et du coup, je vais aussi, moi aussi, parce que j'ai eu une formation auparavant sur les agences que j'ai arrêtées, j'avais plus de 900 élèves, mais je vais refaire là un accompagnement complet à ce sujet-là pour apprendre à des personnes à avoir exactement la même agence qu'on a actuellement avec mon associé. Bah, impeccable, on va en parler en détail. Comment t'as atterri dans le domaine du marketing? Alors moi j'étais déjà au lycée très attiré par le fait de faire quelque chose de très différent. Mhm. Je voulais absolument pas faire des études, etc. Il faut savoir que j'ai fait un bac plus 2 comptabilité gestion après mon bac. Horrible, donc avec mon associé Valentin, on s'est toujours suivis ensemble. Je le connais depuis le collège, c'est mon meilleur ami. Et on a fait toutes nos expériences ensemble. Au début, on a toujours voulu lancer quelque chose pour s'extraire un petit peu ce qu'on pouvait appeler à l'époque de la rat race. Nous, faut savoir qu'on était dans des familles, je dirais, classe moyenne. Mhm. Mais moi j'avais 16-17 ans, l'émergence des réseaux sociaux, on voit la vie de certains, ça donne forcément envie et des idées. Donc on a tenté plein de trucs. On s'est fait arnaquer dans les trucs de trading, les machins, tout. Vraiment la totale. Et au final, on est tombé dans le marketing digital. On a regardé des vidéos sur YouTube dans un premier temps. C'est comme ça qu'on a connu. On s'est lancé dans plein de domaines. On a voulu tenter du e-commerce. On a lancé une première agence en 2019 qui a plutôt bien fonctionné au final, mais qu'on a arrêté. Et au final, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est vraiment dans cette période de BTS, on s'est dit là, faut qu'on passe à quelque chose d'autre. Nos parents voulaient absolument qu'on fasse des bacs plus 5 et on avait un deal un petit peu avec eux. C'est de se dire on finit notre plus 2, donc la compta gestion à BTS. Et si d'ici là on arrive à générer de l'argent, quel que soit le montant, on prouve que c'est possible, on se dispense d'un an pour lancer un maximum l'activité. Et donc ça a suivi son cours. On a réussi à gagner la négociation. On a fait un an, on a lancé l'activité, donc la première agence qu'on a eue. Et ça a plutôt bien marché. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé et puis ça a suivi son fil. Première agence du coup en France. En France, ouais. Ok. Peut-être juste pour remettre un peu dans le contexte, donc comme vous êtes lancé jeune, une agence en France, vous n'êtes pas la seule agence qui était en France. Qu'est-ce qui a fait un peu votre différence quand vous étiez en France? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup été en autodidacte. Mhm. C'est-à-dire qu'il y avait très peu d'informations sur le sujet à l'époque en 2019. Après, c'est arrivé, je dirais 2021, ça a vraiment boom les informations. La première agence qu'on a eue, du coup, c'était 2020, la toute première. Donc, nous, on bossait à l'époque avec des marques en e-commerce Mhm. françaises, éthiques et premium. On s'était positionné là-dessus. Et en fait, c'était le fait d'avoir un ultra positionnement et d'être ultra personnalisé, notamment dans nos démarches. Et en fait, à cette époque, c'est-à-dire que les automatisations, le fait de ne pas être trop personnalisé, de faire de la masse prospection, c'était déjà un petit peu en vogue. Et nous, on a vraiment voulu se différencier là-dessus. On faisait de l'ultra personnalisation. On se renseignait à mort sur les marques en amont, etc. Et on faisait une super promesse et une super garantie dès le mail, en fait, dès Ok. notre méthode de prospection. Et on passait pas par quatre chemins. C'est-à-dire que vraiment, dès le mail, il y avait la garantie et c'était suffisamment alléchant pour nous avoir en rendez-vous. Et une fois le rendez-vous positionné, c'est comme ça qu'en fait, on pitchait notre offre, on se renseignait sur les besoins des clients, donc des marques, à l'époque. Et c'est comme ça qu'on en a signé à peu près 20-25 sur un horizon d'un an et demi. Mais beaucoup trop d'instabilité au niveau des revenus, des clients qui partent, qui reviennent, qui sortent. Après, c'est toujours le même cycle, on doit toujours prospecter. Donc c'est comme ça qu'après, on a arrêté cette agence-là pour en faire une autre. Mais globalement, ouais, ce qui a fait le succès de celle-ci, c'est vraiment l'ultra-personnalisation et le fait de ne pas vendre de rêve, concrètement, très transparent. Une promesse alléchante mais réalisable. Carrément, Ok. exactement. Impeccable. Alléchante au niveau du prix, de dire globalement, tu vas pas payer si on n'a pas de résultat. Euh, Forcément, ça attire l'attention. Ouais.
Bon, bah, impeccable. Peut-être petite question parce que tu parlais de tes parents, etc. Est-ce que tu peux nous remettre en contexte où est-ce que tu as grandi, de quelle région de France tu viens et puis comment tu as connu Dubaï, comment tu as atterri ici? Alors moi je viens de Marseille, du sud, mais je suis pas né à Marseille, mais j'y habite depuis que je suis très petit. Que avec ma mère. Juste après, il y a ma sœur qui est apparue en 2012, j'ai une petite sœur. Et on a toujours vécu tous les trois, donc à la base tous les deux avec ma mère et tous les trois. J'ai toujours été à Marseille, comme je disais, situation classique, vraiment voilà, ma mère qui travaille, moi qui vais à l'école, école privée à Marseille, tout ça. Donc j'ai grandi là-bas, j'ai fait tous mes amis là-bas, j'ai commencé mes premiers business là-bas. C'était vraiment mon environnement, mon cocon, entre guillemets. J'adore cette ville. Vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent Marseille, etc. Mais vraiment, Marseille, je pense sincèrement que c'est la plus belle ville de France après en avoir fait plein. Mais pour autant, il fallait que je parte au bout d'un moment et que j'atterrisse à Dubaï. Pourquoi? Parce que j'ai connu Dubaï. Bah, c'est une histoire un peu longue avec Dubaï. Parce qu'avec ma mère, qui a voulu toujours me faire voyager, c'était vraiment dans ses points d'honneur vis-à-vis de mon éducation, c'était je dois faire voyager Enzo. On est allé en Australie en 2011 Ok. et on a fait une escale parce qu'on connaît quelqu'un qui est un petit peu de la famille aussi ici, qui nous a hébergés pendant 4 jours aller, 5 jours retour. Et on a fait en gros 9 jours à Dubaï en 2011, donc j'avais 10 ans. Et c'est comme ça que j'ai connu Dubaï. Donc il y avait la bourge peut-être depuis quelques années, et il n'y avait absolument pas tout ce qu'il y avait aujourd'hui. Les prix étaient extrêmement bas partout, il y avait à peine, du coup il y avait le mall, etc. Et je me souviens très bien, ma mère me le répétait encore il y a quelques années, elle me disait Enzo, tu sais, tu me disais tout le temps, je vais vivre à Dubaï. Mais moi je m'en souvenais même pas en fait. Quand j'ai grandi dans mon adolescence, j'ai laissé, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, je disais à ma mère, je veux vivre à Dubaï, il y a un truc qui était très intriguant avec toi là-bas, et tu avais eu un déclic là-bas, même quand tu avais 10 ans. Et du coup, bah, j'ai grandi, j'ai eu mes premières activités, j'en connaissais tous les avantages, en tout genre, que ce soit fiscaux, le soleil toute l'année, le réseau. On peut faire énormément de réseaux, développer son business extrêmement vite. Et c'est quand vraiment je suis rentré dans l'entrepreneuriat que mon business a commencé à grossir, que ça m'a de plus en plus intrigué, et j'étais de plus en plus attiré de manière naturelle. Et donc j'ai refait un voyage en 2021, j'avais 19 ans, je me suis dit je dois partir tout seul. Je suis parti tout seul, j'ai prévenu personne. J'ai pris mes billets 10 jours avant, c'était pendant le Covid. Ok. C'était en début 2021 même. Et c'est, tu sais, la période où tout le monde était fermé, mais Dubaï Lockdown. Mhm. était plutôt open, mais Mhm. juste à le masque. Et en fait, je suis venu, j'ai été très gentiment hébergé du coup par une personne affiliée entre guillemets à la famille, une personne de la famille, en plein downtown. Donc vraiment la totale, la vue sur la Bourge, etc. Enfin, j'étais super content et ça m'avait mis des étoiles plein les yeux. Surtout que sur les réseaux sociaux, c'était vraiment mon temps d'un point de vue business francophone. Donc ça faisait rêver, on voyait plein de trucs se développer, je voyais des choses sur les réseaux que je voyais pas quand j'étais en 2011, tant la ville, il y a eu une expansion d'année en année. Et donc j'y suis allé tout seul pendant 10 jours. Et là, confirmation, je me suis dit, ok, là, ma situation ne me permet pas de vivre là maintenant de suite. Il n'y a plus trop rien qui me retient en France, si ce n'est ma famille à l'époque, ma copine aussi à l'époque. Mais à part ça, il n'y avait rien qui me retenait. J'étais à la fin de mon BTS. Et donc je me suis dit, ok, je vais me laisser du temps. Je dois faire mes armes dans mon propre business. Je dois avoir des revenus qui sont récurrents, des très bons revenus. Et une fois que j'aurai tout ça, ok, je pose mes valises ici. Et c'est comme ça qu'on a atterri. On est atterri là, du coup, très récemment. On avait déjà fait nos petits repérages il y a quelques mois en avril en arrière. On est resté un mois ici, du coup, pour commencer les papiers, commencer à discuter, etc. Commencer à voir les endroits où vivre. Et c'est comme ça qu'on en est là aujourd'hui à Dubaï. Impeccable. Du coup, j'imagine que ta maman est fière. Ouais, carrément. Oh, Alors, surtout que pour elle, je sais que c'est pas facile. Ma mère, c'est un peu la maman poule, entre guillemets. Heureusement qu'il y a ma sœur aujourd'hui, de qui elle s'occupe, enfin, qui lui prend du temps au quotidien, surtout que ma sœur, elle a pas mon âge, elle est plus jeune. Donc c'est le côté positif pour ma mère, c'est pour ça que je suis un peu rassuré. J'étais rassuré en partant, elle aurait eu du boulot quand même, avec ma sœur, au niveau de son éducation. Mais ouais, ça n'a pas été facile quand même. Moi, ça a été très dur là quand je suis parti il y a un mois. Séparation avec ma mère, j'ai un lien très fusionnel avec elle, mais pour autant, ouais, elle est très très fière. Faut savoir qu'au début, toute ma famille, mes proches, sauf mes amis, eux, ils croyaient quand même, parce qu'ils étaient dans cette nouvelle génération, personne n'y croyait. Enfin, ça semblait complètement invraisemblable de pouvoir générer de l'argent avec Internet et pouvoir travailler où on veut avec son ordi, voyager, vivre à Dubaï, qui commençait déjà à devenir de plus en plus cher si on compare à Marseille notamment. Donc globalement, en fait, je pense qu'elle me faisait confiance, mais elle attendait juste de voir, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de méfiance, notamment en ce qui se voit, les arnaques, les réseaux sociaux, des vendeurs de rêves, entre guillemets. Mais ouais, aujourd'hui, elle est très fière. Et puis, elle adore Dubaï, parce qu'elle est venue avec moi en mm. 2011. Et vraiment, c'est un endroit qu'elle adore. Elle est plus revenue depuis et elle a hâte de revenir repasser. Donc, Une fois que tu es bien installée.
que je carrément. sais que tu es en train de mettre les meubles, etc. Si on reste sur la question installation, je sais que tu as eu pas mal de petites, on va dire, d'adaptations, de petites galères quand tu t'es installé, on va dire, pas sur la partie forcément entreprise, mais sur la partie vraiment chercher un appartement, le meubler. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, faut savoir que de mon côté, justement, depuis 2021, depuis que je suis venu, je fais un travail de fond où je regarde toujours ce qui se passe sur Dubaï, globalement, de près ou de loin, de temps en temps, pour le jour où je m'y serai installé. En fait, je partais du principe qu'il fallait absolument que je prenne le maximum d'informations pour que quand je vienne, ce soit bien fait le plus rapidement possible, ne pas avoir de galère au niveau des prix, vraiment être renseigné sur les prix pour ne pas directement être dans une situation où, par exemple, je payais mon loyer en x1 direct, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc j'ai pris énormément d'informations depuis 2021. Du coup, quand je suis arrivé, j'étais déjà un petit peu set-up au niveau de mon état d'esprit. Je savais exactement dans quel quartier je voulais être, c'est-à-dire downtown notamment la première année, quel prix se pratiquait, malgré le fait Mhm. que forcément Ça ça a un peu évolue, augmenté. carrément. Et ouais, au niveau de mon installation, du coup, bah, globalement, je savais plutôt bien comment gérer. Il y a plein d'inconnus dans l'équation, comme où est-ce que je vais prendre mes meubles, est-ce que je prends un meublé, est-ce que je prends pas un meublé. Donc ouais, globalement, après, on a été globalement très très bien accompagnés, du coup, par l'équipe. Donc ça nous a fait extrêmement plaisir d'être si bien accompagnés aussi, et ça nous a facilité la tâche pour tout le reste du processus, parce qu'on a un boulot, parce qu'on a deux business, parce qu'il faut les gérer, il faut aussi gérer une expatriation. Donc déjà, quand il y a cette charge en moins, ça fait plaisir. Et derrière, c'était juste de la logistique. Savoir quand est-ce qu'on quitte l'hôtel, comment on amène les meubles, est-ce que les personnes vont fixer les meubles, est-ce qu'on doit les prendre nous et les fixer nous toute la journée, alors que j'ai pas du tout, entre guillemets, la main bricoleuse, je n'ai aucune idée de comment mettre une vis, tu vois. Donc c'était vraiment une belle équation, mais au final, ouais, on a tout réglé aujourd'hui. Donc on a pris un non meublé, du coup, oui, ça amène plus de contraintes de prendre un Mhm. non meublé par exemple, parce que bah, tu dois faire le travail de décoration, tu dois ramener les mecs, faire les rendez-vous, faire les papiers, les signatures, aller dans les magasins, prendre tes journées pour faire quelques magasins. Mais une fois que c'est setup. Mais du coup, c'est toi qui m'avais aussi recommandé d'acheter mes meubles et pas juste les louer. Pas de regret? Zéro. Ouais. Ça m'a pris une semaine vraiment en full time, mais du coup, j'ai mon associé qui bosse bien sur les business à côté. Mais là, au moins, je sais que pendant au moins 1 an, 2 ans, on est tranquille. Oui. Puis c'est ce que je te disais, en fait, c'est tes meubles déjà. Donc si tu as besoin de les revendre par la suite, admettons tu déménages ou tu quittes les Émirats un jour ou un autre, c'est tes meubles, donc tu peux les revendre. La location, c'est quand même au bout d'un moment. Alors si on reste 2 3 mois, c'est ce que je te disais, c'est super intéressant. Si on reste 10 ans à Dubaï, la Ouais. location, ça commence à chiffrer. Et puis la deuxième chose, c'est que ben, tu as vu, tu rien à monter. Tout se fait tranquillement. Et puis même si tu déménageais, parce que ça c'était un de tes aussi tes questions, c'était si tu déménageais, tu peux déménager pour pas trop cher. Tes meubles te suivent et c'est pas une charge d'avoir des meubles à déplacer d'un bâtiment à un autre. Donc je pense que, enfin en tout cas moi c'est ce que je te conseillais. J'espère que ça restera un bon choix sur le long terme, tu me diras, mais au moins c'est toi qui les as choisis, c'est un peu différent, sans plus chez soi. Là, par exemple, tu vois, hier soir encore, je m'assieds sur le canapé. Je me dis, là, vraiment, je me sens chez moi. Tu vois, il y a ce truc aussi de se dire, ok, maintenant on se sent réellement chez soi. Et c'est bien d'avoir un bon environnement, étant donné que l'appartement, c'est vraiment la chose sur laquelle je vais le plus investir en tant qu'entrepreneur en ligne. Parce que globalement, je voulais pas prendre de bureau, nécessairement. Ça me fait Mhm. plaisir d'aller travailler à droite à gauche de temps en temps, mais il fallait que j'investisse à fond sur l'appart, étant donné que c'est là que je vais passer 80% de mon temps. Donc c'est pour ça que ça m'a fait très plaisir de prendre mes petits meubles, tout ça. Et d'ailleurs, pour te répondre, j'ai fait mes petits calculs et j'ai amorti tous les achats que j'ai fait. Bon, pour donner les chiffres, je suis très chiffre, je crois que j'en ai eu pour, en tout compris, les frigos, les machins, tout, je crois que j'en ai eu pour 7 000 euros, un truc comme ça, par rapport au prix de l'appartement, etc. Et les meubles, les locations de meubles qui se faisaient sur le marché. Je rentabilise tout au bout d'1 an et 2 mois. Ce qui Donc est correct. c'est magnifique, Ouais. globalement. Et Donc, t'es allé dans quel magasin comme ça bah, je me suis pas cassé la tête. Ouais. Tu m'as donné des listings. Je me Ouais. souviens que tu m'avais donné Homebox, tu m'avais donné Danube, tu m'avais donné Pan Home, si je me Pan trompe pas. Emirates, ouais. Ouais. Et bah, du coup, je suis avec Valentin, mon associé, on est allé à Pan Home. Enfin, Ok. on les a un peu tous fait Ouais. en fait. Et après, on a fait un espèce de benchmark visuel sur ce qui nous correspondait le plus. Et on a quasiment tout pris là-bas, je dirais 80%. Après, il y a 20%, des petits trucs chez Ikea, des meubles, des machins, mais Bon, bah rien de impeccable. méchant. T'as en tout cas bien installé. Bah, je pense que de toute façon, dans tous les cas, c'est un point important parce que comme on est loin de notre famille, ça c'est souvent un point qui revient pour les expats et qu'on ressent peut-être un peu plus au moment des fêtes. Euh,
par exemple Noël, etc., c'est bien d'être chez soi et de se sentir vraiment chez soi. Pour le coup, je pense que c'est mieux que d'être dans un hôtel ou un Airbnb et que ça soit trop impersonnel. Donc toi, tu as fait le choix pas de bureau. Comment tu fais pour vis-à-vis de tes clients? Donc je sais que c'est en ligne. Est-ce que vis-à-vis de ce que tu faisais déjà en France, tu as un petit peu changé de stratégie à Dubaï? Est-ce que tu vas aller à la rencontre de personnes? Comment tu comptes faire? Alors, au niveau de mon business, il faut savoir que dans l'agence, donc la partie vraiment agence, donc sur laquelle on est ce qu'on appelle en done for you, Mhm. c'est-à-dire que on réalise toutes les prestations pour nos clients, comme à l'image de ce que vous faites vous aussi euh, au niveau de créer Société Dubaï. Globalement, il n'y a rien qui va vraiment changer pour nous, dans le sens où c'est juste notre localisation qui change. Nous, nos clients, ils n'étaient pas à Marseille quand on était à Marseille. On en a plein qui étaient sur Paris. On allait les voir une fois tous les 2 3 mois en prenant le train. Donc globalement, il n'y a rien qui va changer. Également, l'année dernière, ce qu'on a fait aussi pour profiter avant de s'expatrier à Dubaï, c'est que on a énormément voyagé. Je crois qu'on a fait 6 7 pays en un an, mais pas juste pour voyager, pour dire oh, on voyage, on fait des activités de fou. C'était le moyen aussi pour nous de préparer cette expatriation, euh, tant pour le plan familial, économique, parce que j'avais pas beaucoup de frais quand j'étais à Marseille, plein de choses. Et on est allé 2 semaines, 3 semaines, un mois dans plein de pays. Tu vois, on a fait l'Afrique du Sud, on a fait la Grèce, on a fait plein de trucs. Et globalement, ça nous a beaucoup aidé pour cette installation, de voir comment dans un autre environnement, fuseaux horaires différents, etc., on pouvait gérer les équipes et les clients. Ok. Donc ça nous a beaucoup aidé. Donc du coup maintenant on sait exactement comment gérer. Moi tu vois par exemple dans ma chambre elle est un peu petite. Mon associé Valentin lui il va pouvoir mettre un bureau. Sur le court terme je vais pas mettre de bureau. Donc moi je vais travailler dans le salon mais je suis ultra caméléon. Moi, il me faut juste mon ordinateur, mon Mac, mettre mon casque, pas de bruit et puis je peux travailler. Mais tu m'avais donné un très bon conseil aussi, je me souviens, j'ai plus l'offre en tête, mais c'était de pouvoir travailler, je me souviens, dans des Ouais, hôtels. il y en a plusieurs. Celle dont je te parlais, ça s'appelle Workspace. Pour l'avoir utilisé moi-même, c'est plutôt chouette. Et en fait, c'est un abonnement à la journée. Il me semble de mémoire, ça doit être autour des 40 dirhams. Bon, ça fait un peu longtemps que je l'ai pas utilisé, mais admettons qu'il n'y ait pas eu d'inflation, ça doit être toujours 40 dirhams la journée. Et en fait, on peut choisir n'importe quel hôtel dans Dubaï. Il y a même des espaces de flexidesk, etc. Donc des open space. Et il y a le thé, le café, l'eau, la wifi qui est inclus pour toute la journée. Et ça peut même, moi j'ai des clients à moi qui utilisent ce type d'offre pour faire venir, par exemple, des candidats, pour faire des entretiens d'embauche quand leur propre bureau ou leur local commercial il n'est pas encore prêt. Donc c'est quelque chose qui est quand même plutôt pas mal, qui présente bien. Parce qu'en général, les lounges, les hôtels, c'est toujours joli, c'est toujours présentable et ça permet aussi d'être dans un environnement plutôt calme, avec une petite musique un peu sympa en fond. Mieux que dans un café ou un restaurant où il y aurait juste la wifi. Carrément. Bah, du coup, je vais le tester. Je l'ai pas encore testé. Je vais le tester, je pense, dans les semaines à venir. Mais oui, pour nos clients, ça n'a pas changé grand-chose. Non, Ils te suivent depuis la France sur ton business, enfin sur les Émirats? carrément. Ouais. Alors, mais il y a même une anecdote plutôt sympa. C'est que, du coup, on a fait expatrier un client avec nous. Parce qu'il voulait déjà s'expatrier et puis il avait plein d'avantages à s'expatrier ici. Même Dubaï, ça le bottait bien depuis longtemps. D'ailleurs, on a connecté chez vous. Dans votre boîte pour l'expatriation. Et du coup, bah, au même moment, on a eu tout en même temps. On a eu l'Emirates ID, on a tout eu en même temps. Donc lui, c'est le client qui nous a un peu suivi à Dubaï, donc on va le voir de temps en temps. On va faire les réunions ensemble, on va travailler sur les contenus, ces contenus. Mais ouais, les autres clients, bah, globalement, on fait des visios. Ils sont très contents aussi pour nous, parce qu'ils nous ont vraiment vus, entre guillemets, il y a un an, début de l'aventure. Pourquoi je dis ça? Parce que début de l'aventure, on a recréé notre agence de toutes pièces il y a un an pile, septembre 2023. Et on est reparti vraiment de zéro. On a même viré les clients de notre ancienne agence, on les a virés littéralement, pour prendre un risque, pour aller Mhm. sur un modèle ce qu'on appelle plus vertical, c'est-à-dire on va avoir moins de clients, mais qui vont rapporter plus d'argent à la boîte, sur lesquels on va beaucoup plus se concentrer. Et donc on a mis ça en place, ça a très bien pris parce qu'on est là aujourd'hui, mais ils sont très contents aussi de voir que bah, l'aventure, ils y contribuent, parce que on a commencé avec eux l'année dernière, il y a un an, et puis ils ont vu l'ascension, et puis aujourd'hui nous voilà, puis ils viendront nous rendre visite peut-être à l'occasion une fois par an. On a de très 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 bonnes relations avec nos clients. D'ailleurs, c'est aussi ce qui fait notre force sur le marché, c'est que nos clients, on les voit vraiment comme des amis, en fait. Et on a des liens très étroits avec eux. On parle des fois de tout, de rien. On fait des soirées. Enfin, vraiment une situation comme si c'était des potes, mais c'est juste que bah, on travaille ensemble, quoi. Donc, ouais, les clients sont très contents. Et on est très contents aussi d'être arrivé là, en partie grâce à eux. Bah, c'est bon à entendre parce que parfois il y a toujours des personnes qui ont peur que leurs clients aient des réticences vis-à-vis de Dubaï. Peut-être petite question qui va dans cette direction. Est-ce que Dubaï s'est rempli d'influenceurs et d'arnaqueurs? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Euh, oui et non. Enfin, en Mhm. fait, le truc, c'est que Dubaï, c'est vaste. Moi, je voyais il y a quelques années
toutes les personnes, même les infopreneurs, donc, comme je disais, les personnes qui vendent des formations, des influenceurs, etc. Depuis que je suis arrivé il y a un mois, j'ai dû peut-être aller une dizaine de fois déjà au mall. Le mall qui est un peu un hub entre guillemets dans Dubaï, même si c'est grand, tu croises jamais personne entre guillemets. Enfin, faut vraiment avoir un coup de chance pour croiser ces personnes. Donc en fait, quand bien même il y a un nid et un petit foyer de personnes qui dans leur business, ça ne me regarde pas du tout, font les choses mal de leur côté, on va pas les croiser. Enfin, il y a pas on va dire une ambiance ou une influence dans l'air qui se trimballe par rapport à ça. Euh, donc globalement, moi je suis pas vraiment d'accord parce que depuis que je suis arrivé aussi, j'ai rencontré beaucoup de personnes, de Mhm. brunch, de déjeuner, de café. Et en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup plus entouré de personnes globalement qui font les choses bien, Qui travaille dur. qui travaillent dur, qui restent enfermés un peu comme moi dans la tour pour travailler et qui sont pas là avec des grosses voitures tout le temps, mettre du champagne un peu partout à droite à gauche et beach club tous les jours. Donc c'est pas la réalité de 90% des entrepreneurs français qui pour autant réussissent. C'est ça aussi qu'il faut dire, qui pour autant Mm. réussissent. Donc moi je ressens pas du tout cet effet C'est vraiment vrai que c'est influenceur, tout ça. comme une goutte d'eau dans un océan, mais c'est ceux qu'on voit le plus. Donc c'est ça qui donne aussi cet effet-là depuis l'extérieur. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi sur une fois qu'on est sur le territoire, il y a tellement de monde et puis c'est une vraie ville. Hein. C'est des millions et des millions d'habitants. C'est comme à Paris. Hein. Je veux dire, s'il y a une personne qui est connue à Paris, ça veut dire qu'on la croise tous les jours. Et pour autant, elle pourrait être très connue, elle pourrait passer à la télé, elle pourrait passer à la radio et être omniprésente sur les médias, mais on la voit jamais. Voilà, donc je suis assez d'accord avec toi sur ce sujet-là. Et donc tu parlais de brunch, etc. Déjà, est-ce que c'est facile de rencontrer du monde ici? Et puis enfin, comment tu as entendu parler d'événements, de brunch? Comment tu as fait pour t'introduire dans ce type d'événements? Alors globalement, il faut savoir que de mon côté, c'est assez paradoxal, mais d'un côté, je suis très solitaire sur Mhm. plein de trucs. Et j'aime pas trop me mélanger aux gens, en fait, globalement. J'aime pas trop faire des bonnes connexions un peu partout. Non pas d'un point de vue business, mais uniquement humain. Euh, et d'un autre côté, je suis ultra sociable. Donc en fait, Ok. je peux vraiment parler à tout le monde. Donc, je sais que c'est un peu paradoxal. Et pour autant, j'avais déjà des amis qui s'étaient expatriés ici, du coup avec vous aussi, en janvier, autour Ok, de le janvier monde est dernier. petit. Le monde est très petit. Du coup, c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai rencontré, que j'ai rencontré un petit peu l'équipe, par recommandation aussi, et qu'on a travaillé ensemble. Et finalement, ça va très vite à Dubaï. Une personne fait rencontrer une personne, et puis une personne dit, ah j'ai un repas avec cette personne aujourd'hui, viens. Il y a mon client du coup qui s'est expatrié en même temps que nous à Dubaï, qui a son propre carnet aussi, parce qu'on n'est pas dans des niches qui sont similaires. Donc, en fait, lui, il a son carnet d'adresse sur sa niche, moi j'ai le mien sur ma niche. Et puis en fait, tout le monde peut se mélanger. Ah, j'ai un brunch avec les personnes qui sont dans mon secteur, viens, passe et tout. Et en fait, de fil en aiguille, ça va très vite. D'ailleurs, c'est ce qui m'a surpris ici, c'est de voir à quel point tout va vite. En France, c'est beaucoup soit de réticence, soit de curiosité, soit dans les connexions qu'on va avoir, beaucoup de. Ça peut être aussi du jugement, parfois mal placé. Et c'est surtout grappiller des informations, dans purement opportuniste. Ça m'a surpris en arrivant là, en fait, tu as des personnes qui, juste pour connecter, pour être intéressés, mais même sur un point de vue business, des informations ou autres, vont te proposer comme ça sur les réseaux sociaux un truc. Alors tu les connais ni d'Adam ni d'Ève, on a entendu parler de soi uniquement sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment un aspect hyper open que moi j'adore personnellement, parce qu'au final, tu n'as que du plus à en tirer. Dans tous les cas, tu risques rien à y aller. Et après, c'est toi qui vois si humainement ça fit ou pas. Mais c'est toujours bien, je pense, dans son emploi du temps, d'avoir un petit temps mensuel ou Mhm. hebdomadaire à attribuer à soit rencontrer un groupe de personnes, soit découvrir une nouvelle personne, faire le premier pas. Je pense que c'est important. Je l'ai fait aussi sur les réseaux sociaux. Ok. C'est de faire le premier pas, de proposer à des personnes soit qu'on a déjà croisées. Là, par exemple, il y a une personne que j'ai croisée à un brunch très récemment, à qui j'ai proposé juste d'aller boire un verre tous les deux, juste pour qu'on parle de nos activités respectives et qu'on connecte. Donc voilà, faut entreprendre aussi, il ne faut pas juste être passif. Parce qu'au final, j'ai remarqué qu'au jeu d'être le plus passif possible, soit il se passe rien, soit tu fais vraiment énormément de résultats et tu brilles suffisamment sur les réseaux sociaux pour qu'on vienne à toi. Donc, vu qu'en général, 90% des personnes, c'est ni l'un ni l'autre, il faut absolument prendre les devants quand même quand tu arrives à Dubaï, je pense. Oui, puis c'est finalement, enfin moi je trouve que c'est plus facile qu'en France, dans le sens où en France, quand on démarche des gens, parfois la porte elle se ferme à notre nez et on se dit, ma mince, je m'y suis mal pris, c'est pas facile, je vais peut-être pas réitérer l'expérience parce que ça m'a pas laissé un super souvenir. Donc en fait, on a des portes qui se ferment assez facilement en France, alors qu'aux Émirats, on aura plutôt tendance à proposer.
En général, la réponse, c'est plutôt positif. Même juste une rencontre, hein, même s'il n'y a rien derrière, qu'il n'y a pas de, il y a aucun service qui a été vendu, peut-être qu'il n'y a aucun partenariat qui a été conclu, mais les gens sont à l'écoute quand même de savoir quelles sont les opportunités à saisir. Et je trouve que c'est ce qui fait que on peut plus proposer sans avoir la peur de se dire, bon bah tiens, bah moi, pour avoir fait des cold calls quand j'étais au Luxembourg, les gens raccrochent au nez au téléphone. Alors qu'on n'a pas réussi à placer une phrase. Ici aux Émirats, c'est moins vrai. Quand on appelle, les gens écoutent quand même ce qu'on a à dire, même si ça dure 2 minutes de leur vie, et ils vont pas rater une opportunité. Peut-être une autre question qui me vient, du coup tu vas dans ces brunchs, etc. Est-ce que tu t'es focus que sur la partie francophone, ou est-ce que tu vas voir même les anglophones, enfin les autres nationalités? Alors, il faut savoir que quand je vais dans ce genre d'événements, enfin, c'est même pas des événements organisés en fait, c'est juste des groupes de potes et des groupes de même niche qui se disent oh bah on va faire un brunch, du coup on va en parler à nos potes francophones, en gros Mhm. qui ont une activité en ligne. Bah, globalement, il n'y a rien qui se prépare, ça c'est cool. C'est vraiment du jour au lendemain et c'est beaucoup de francophones. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, je suis pas allé voir au-delà, surtout que ça fait qu'un mois que je suis là. Au final. Ouais, Même bien si sûr. tout va très vite d'ailleurs. Mais ouais, pour l'instant, je suis resté vraiment sur les francophones. Et il faut savoir aussi que j'ai pas d'intérêt vraiment financier à aller faire ces brunchs sur le court terme. Mon but, en fait, et je pense que c'est ça aussi à Dubaï, la mentalité qui donne vraiment une plus-value aux échanges, c'est pas d'arriver en se disant, ok, j'ai créé mon business, j'ai développé mon business. Quand j'arrive dans cet événement, il faut qu'on voit que moi, il faut absolument que j'arrive à pitcher tout le monde. Je pense que c'est la très mauvaise attitude à avoir. Au contraire, moi je sais que ce qui est bien, c'est que dans mon agence, on est full booké pour des mois et des mois. Et on peut même plus prendre personne actuellement. Bah, pour autant, ça me permet d'aller là-bas dans un esprit et dans un état d'esprit de découvrir les autres. Ok, donc toi, tu fais quoi dans la vie? D'accord, très intéressant. Mm. S'échanger un numéro WhatsApp, peut-être replanifier un restaurant ou autre. Et en fait, le but, c'est pas juste d'arriver et de pitcher chacun de son côté et juste se vendre comme un BNI. Je sais pas si tu as connu ce qui est BNI en France. C'est en gros, pour ceux qui savent pas, les réseaux d'entrepreneurs. Donc, une fois par semaine, vous êtes censé aller le matin faire un rendez-vous avec plein d'entrepreneurs de la ville. Et en fait, là, c'est de l'hypocrisie à ne plus en pouvoir. C'est chacun pitch son offre. Tout le monde veut vendre absolument. Et en fait, là, je retrouve pas du tout ça ici. C'est ça qui fait vraiment plaisir. Et ça dépasse même le contexte business parfois. Parce qu'il y a même des belles amitiés qui se créent ici. Ouais. Ouais, bah après, je pense que ça rejoint le côté où la famille est loin. Mm. C'est-à-dire qu'en France, on a son groupe d'amis, bah, tu le disais, bah, moi j'ai mes amis depuis le lycée, j'ai quitté ma famille aussi en France. Et en fait, nous, tous ceux qui viennent aux Émirats Arabes Unis, ils viennent un peu tout seuls. On peut venir avec son meilleur ami, on peut venir avec sa famille, on peut venir avec son associé, mais on vient quand même seul. Et les gens qui sont ici, ils ont tendance à vouloir connecter peut-être un peu plus et à créer des liens plus forts parce que c'est dans la nature humaine aussi de vouloir se faire des amis, d'avoir du lien social plus que juste un lien commercial. Là où en France, finalement, quand on va dans un événement, parfois on y va avec un but précis, mais on sait que quand on rentre chez soi, on a toujours ses amis de collège, de lycée, d'université, on a toujours sa famille, on va avoir... Le réseau social, il est déjà là. Donc je pense qu'on est un petit peu plus poussé à ça ici aux Émirats. Après, c'est l'expérience de chacun, mais déjà en un mois, je pense que tu as l'air d'avoir fait quand même beaucoup, euh, d'avoir fait peut-être même plus que certains, donc la démarche proactive, je la vois. Si on repart un petit peu sur ce que tu fais, ce que tu as parlé quand même rapidement, est-ce que tu peux nous lister un peu le type de prestations que tu proposes et où est-ce que peut-être tu es plus expert dans certains domaines que d'autres? Tu me parlais aussi d'avoir choisi une certaine niche, donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi au niveau de ton entreprise? Carrément. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a deux parties aujourd'hui. Je commençais par la partie Mm. agence, du coup, qui s'appelle Red Bay, que j'ai avec mon associé Valentin. Sur cette partie-là, comme je disais, notre but c'est de travailler avec ce qu'on appelle avec des infopreneurs, des gens qui vendent de l'information en ligne. Et globalement, notre but pour eux, c'est de vraiment tout gérer. Donc c'est-à-dire vraiment tout gérer, sauf la création de contenu. C'est très personnel. Ça, je fais partie des gens qui pensent qu'il ne faut pas trop déléguer la création de contenu si c'est donner des idées, des fils directeurs, conducteurs, fils conducteurs. Et bah, globalement, on gère tout, en fait. Et justement, notre promesse, et c'est comme ça qu'on a une grosse croissance aussi, c'est de se dire, en fait, tu vas rien payer, mais on va s'associer réellement à toi et on va prendre un pourcentage. Ok. Donc, on va vraiment rentrer dans la boîte. Donc c'est comme ça que dès le début, dès septembre dernier, on arrive à avoir des personnes au téléphone, donc en rendez-vous,
pour qui c'est très facile de nous dire oui, de travailler avec nous, et ensuite nous on a juste à prouver, entre guillemets, donc si on veut gagner de l'argent, on est obligé de leur faire gagner de l'argent. Notre modèle il est là-dessus. C'est-à-dire qu'on gère tout ton marketing, on te fait tes tunnels de vente, pour vendre ton accompagnement et tes formations, on fait tes mails, on gère ton équipe, ce qu'on appelle de closer, ton équipe de vente, on gère ton équipe de setting, s'il y a des personnes qui ramènent en rendez-vous, on fait toutes tes publicités, on script tes publicités, on gère tout, en gros. Et aujourd'hui, il y avait un vrai besoin là-dessus chez les personnes qui vendent des accompagnements et des formations, parce que ces personnes ne peuvent pas être partout. Globalement, c'est des personnes qui sont en quête de liberté, parce qu'on a bien analysé le persona, qui aiment bien prendre des vacances, qui aiment bien être libre, avoir du temps pour soi, euh, et également vendre beaucoup. Et donc avec les contenus, ça prend beaucoup de temps, donc elles ne pouvaient pas être partout, ces personnes. Donc c'est comme ça qu'on a vraiment répondu à la demande là-dessus. Et globalement, notre modèle, c'est celui-ci, c'est on se dit, ok, on prend un pourcentage, on vend dans ta boîte, par contre on gère tout, si tu gagnes, on gagne, si tu perds, on perd. Voilà, donc aujourd'hui on a 7 clients dans Mhm. l'agence. Euh, en arrivant à Dubaï aussi, notre but, c'est aussi de faire croître l'entreprise. À la base, mon but, c'était ça aussi. En plus d'y vivre et le fait que j'adore cette ville, là, l'objectif, c'est de faire décupler les résultats de la boîte, beaucoup plus de focus, beaucoup plus travailler essentiellement sur les actions qui nous donnent des résultats, et arriver à un rythme de croisière de 10 clients au lieu de 7. Aujourd'hui, c'est comme ça, du coup, qu'on gère notre modèle économique sur l'agence. Donc, globalement, on attire des clients pour nos propres clients et on essaie de leur faire faire avec un package clé en main le fait de passer une formation en ligne ou un accompagnement qui génère, pour parler chiffres, parce que je suis très mathématique, 5 000, 10 000 euros par mois par exemple, à faire x2, x5, x10. Et notre promesse, c'est d'emmener entre 50 et 250 000 euros par mois de chiffre d'affaires pour ces entrepreneurs. Bon, bah ça, c'est noté pour le premier volet, mais tu parlais du coup d'un deuxième volet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Exactement, donc là c'est une autre partie sur laquelle moi-même je suis entre guillemets formateur, donc j'accompagne des personnes au quotidien. Il y a un an j'ai lancé un accompagnement avec 900 élèves dedans, sur lesquels je leur apprenais à lancer uniquement une agence marketing. Donc au fur et à mesure du temps, donc, tout le monde a eu, enfin, il y a eu énormément de bonnes satisfactions, taux de réussite. J'ai des centaines d'élèves qui m'ont envoyé des screenshots de leurs résultats, tout ça. Il y en a même qui sont expatriés avant moi aux Émirats, donc j'étais pas peu fier. Et au final, je me reconnaissais beaucoup moins dans ce produit parce que les stratégies ont évolué. Moi, j'ai fait pivoter l'année dernière mon agence. Donc, je proposais moins les stratégies à mes clients à qui j'enseignais mes accompagnements, plutôt que ce que je faisais réellement. Donc, j'ai essayé de me remettre en lien avec ça. Et aujourd'hui, je n'ai pas sorti encore de nouvel accompagnement, mais ça va arriver dans les semaines, les mois à venir. Et une nouvelle fois, c'est pour apprendre à des personnes ce que je fais réellement aujourd'hui, c'est-à-dire une agence, peut-être pas, pas une agence, on va dire un métier, si je peux dire comme ça, le fait d'être infoproduct scale partner. Donc le fait d'être comme moi, gérer, d'être en opérateur de croissance pour des infopreneurs et du coup tirer sur un modèle comme ça vertical sur lequel, avec peu de clients à manager, on peut gagner sa vie grâce aux réseaux sociaux, grâce à la gestion de ses clients et de leur écosystème. Donc ça va sortir dans les semaines, les mois à venir. Et je prévois vraiment, je dirais même sous forme accompagnement mentoring plus que formation, parce que je veux vraiment que ce soit costaud. Je développe vraiment ce produit de sorte à ce que ce soit le produit dont j'aurais rêvé quelques années en arrière. Donc ça fait longtemps que j'y travaille. Et c'est pour ça du coup que le premier accompagnement avec 900 élèves, je l'ai clôturé au début de l'été. Donc Ok. focus là-dessus. Alors, c'est un concept marrant parce que finalement, tu formes tes futurs concurrents. Comment tu le vois? Enfin, quand tu l'as proposé cette formation, tu sais ce que tu t'es dit? Comment tu fais pour avoir un peu cette double casquette, entre guillemets? Bah, je forme, mais il faut que je forme bien et il faut que je donne mes stratégies, mais à la fois, c'est des personnes qui potentiellement demain sont tes futurs concurrents. Comment tu le vois ça? C'est un truc qui revient souvent, parce Ouais. que sur plein de marchés d'ailleurs, il y a énormément de personnes où on dit, ok, ben, il apprend les mêmes stratégies que lui, donc il va former ses concurrents, donc c'est pas smart pour lui, enfin, énormément de choses. Nous, il faut savoir que vu qu'on est sur un modèle très vertical, on n'a pas une capacité de croissance en termes de volume, donc d'horizontal cette fois-ci, au niveau du volume client, où on ne peut pas accueillir 15, 20, 30 infopreneurs à l'heure actuelle, et même si c'est même pas le modèle vers lequel on tend, parce que ça deviendrait un petit peu l'usine, tout serait plus ou moins automatisé, on aurait beaucoup moins de proximité avec chaque client, et c'est un modèle qui nous intéresse un peu moins. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être partout sur le marché, malgré le fait aujourd'hui qu'on est parmi les meilleures stratégies du marché. Mais il y a encore beaucoup de demandes. Parce qu'aujourd'hui, l'infoproduit, bon, on est qu'au début. Les Américains ont 5 ans d'avance sur nous, même si le marché s'américanise un petit peu sur l'infoproduit. Il y a des complexités de marché, le marché se complexifie. C'est moins facile qu'il y a un an, mais dans un an, ce sera moins facile qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être partout. Il y a aussi des personnes qui font comme nous, qui ne peuvent pas être partout non plus. Je reçois des dizaines et des dizaines de messages toutes les semaines sur les réseaux sociaux
de personnes qui veulent travailler avec nous en tant qu'infopreneurs, donc des infopreneurs qui génèrent déjà de l'argent, qui ont lancé leur formation il y a un mois, d'autres depuis un an, d'autres qui font déjà beaucoup d'argent, puis qui veulent faire x2, x3 sur leur chiffre d'affaires en implémentant des systèmes. Et aujourd'hui, on ne peut pas être partout. Et pour nous, c'est un bon moyen de vraiment leverage à ce sujet-là avec mon associé, de se dire, ok, nous, on ne peut pas être partout. On développe un maximum nos clients actuels, peut-être on va en prendre quelques-uns en plus. Mais au vu de la demande qu'il y a, bah, c'est très smart pour nous aussi, d'un point de vue économique, pour être très honnête, de former certaines personnes à faire comme nous, parce que du coup, ça fera même une deuxième source de revenus importante. Pourquoi importante? Parce qu'aujourd'hui, ce produit, au vu de la valeur qu'il va avoir et des résultats et de la transformation qu'on peut garantir euh, au niveau de Infoproduct Scale Partner, apprendre nos stratégies pour signer des clients infopreneurs et gagner sa vie, bah, ça a vraiment une grosse valeur, il y a un gros impact, une belle transformation, une belle promesse. Donc, c'est pas un produit qui va être marketé peu cher. Donc, au final, pour on va dire le ticket d'entrée pour rentrer avec nous, ça va être plusieurs milliers d'euros. Donc, au final, on ne va pas former 100, 200, 500, 1000 personnes non plus. On va former des dizaines de personnes. Donc, on ne va pas inonder le marché. Mais au final, d'un point de vue économique, on s'y retrouvera parce que d'un côté, on a l'agence que de toute façon, on ne peut pas faire exploser à des niveaux stratosphériques en termes de volume. Et cette partie accompagnement qui va aussi générer des revenus et sur lequel on va pouvoir contribuer au marché. Parce qu'au final, bah, grâce à ça, il y a des personnes qui vont être formées aussi à avoir des bonnes stratégies pour scaler des infopreneurs, ils vont changer la vie des infopreneurs, ils vont changer aussi la vie des apprenants. Et ça, c'est un point important aussi dont on parle peu, c'est que oui, on change notre vie en changeant celle de nos clients infopreneurs, mais nos clients infopreneurs eux-mêmes changent la vie de leurs clients à eux pour qui ils vendent des formations. Je te donne un exemple très concret. On a un client qui est dans l'hypnose, Ok. et donc on l'a aidé à vendre des centaines de formations depuis un an. Lui, en tant que hypnotiseur et formateur, il accompagne des thérapeutes, des personnes dans le besoin, et on reçoit énormément de messages au quotidien de personnes qui nous remercient. Donc avec mon client, alors, nous on est en gros behind the scene, donc personne nous voit, mais remercie le client pour les formations qu'il a tenues, parce que vraiment la promesse, c'est pas juste de se dire on vend un produit creux pour nos clients, c'est de se dire il faut qu'on change aussi la vie des personnes, du client final. C'est pas juste un modèle économique où on fait rentrer du cash, et puis on se goinfre, et puis dans un an on a une mauvaise réputation. C'est de se dire il faut aussi durer sur le long terme, et pour durer sur le long terme, nous on doit avoir un bon produit, et notre client, on doit faire en sorte que lui aussi il ait un bon produit. Donc au final, tu as des personnes qui 6 mois après nous disent bah, ma mère elle avait des migraines exceptionnelles, enfin incroyables du moins, on n'arrivait vraiment pas à régler ça. Aujourd'hui, grâce à ta formation d'hypnose, j'ai appris l'hypnose, j'ai essayé de l'hypnotiser un petit peu et ça a calmé ses migraines. De la même manière pour les thérapeutes, dans son cas, par exemple, à lui, donc le cas de mon client, bah, des thérapeutes ont un meilleur modèle économique, peuvent facturer plus cher, faire de l'hypnothérapie. Donc voilà, en gros, on a plein de niches comme ça dans l'agence. Donc on a 7, tu vois, il y a Aïm qui fait de l'hypnose, on a Mira qui est au piano, on a coach en rangement, on a quelqu'un qui est dans le BTP, on a aussi du make money, donc c'est-à-dire les personnes qui vendent des formations pour apprendre à faire de l'argent. Donc on a vraiment tout horizon, entre guillemets, mais la beauté de ce modèle, c'est de se dire, faut pas qu'on pense qu'à nous, parce que ce serait facile aujourd'hui, et on en voit beaucoup sur les réseaux Mm. sociaux, qui vendent un produit, ce que j'appelle un produit creux, une coquille vide, c'est de se dire on doit faire le meilleur produit possible pour les clients, pour vraiment changer la vie de toute la lignée, de toutes les personnes du processus, client final, notre client infopreneur, et du coup, vu qu'on prend un pourcentage nous-mêmes. Oui, bien sûr. Alors peut-être petite question, parce que justement tu disais, il y a beaucoup de gens qui proposent des coquilles vides. On a quand même enfin moi j'ai toujours eu l'impression que de plus ça avance, plus il y a de gens qui proposent des formations. On a l'impression que finalement tout le monde propose des formations. Est-ce que tu penses, enfin en tout cas, qu'est-ce que tu penses de l'avenir du marché de la formation? Il y en a beaucoup qui proposent des formations. J'en vois de plus en plus, mais tous les gens même qui nous contactent. Enfin, ça tourne même au ridicule des fois. Quand tu dois avoir des publicités de mecs qui font des promesses vraiment absurdes. Enfin, et en plus, ça donne même parfois, pour ceux qui sont à Dubaï, une très mauvaise image de nous en tant qu'expatriés pour la France. Voilà, ça c'est vraiment le mauvais côté. Il y a des bad sides, mais derrière, comment je vois le marché de la formation? Donc oui, il y en a beaucoup qui se lancent. Et pourquoi il y en a qui se lancent? Parce qu'objectivement aujourd'hui, je pense sincèrement que c'est l'opportunité des 5 à 10 prochaines années. Comme je disais tout à l'heure, il y a les Américains qui sont focus dessus depuis un moment et qui, eux, même avec 5 ans d'avance, font encore énormément d'argent dessus. Donc, ce qui va dans l'infoproduit, c'est qu'on n'a pas de produit physique, on n'a pas de stock, on n'a pas de coût particulier. Dès que tu vends un produit, une formation, en théorie, si tu n'as pas d'équipe, tu as entre 90 et 100% de marge. Donc en fait, c'est une vraie porte ouverte à faire ce qu'on appelle du cash flow pour les personnes. C'est un business qu'on appelle la cash flow. Il y a très peu de barrières à l'entrée.
Demain, tout le monde peut se prétendre en mettant de la publicité, en investissant un petit peu. Ok, j'ai fait ça, 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 je peux vous apprendre ça, ça, ça. Donc en fait, tu as très peu de barrières à l'entrée. C'est pour ça que c'est un modèle, ce que j'appelle sexy. Tu en as beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a une vraie transition aussi. Parce que comme tu disais, il n'y a pas tout qui se vend aujourd'hui. Il y a 2 ans, tout se vendait. Vraiment, il y a 2 ans, les coûts publicitaires bas, peu de méfiance de la part du marché. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de déceptions sur le marché de l'information. Parce que beaucoup de personnes font confiance, se font arnaquer, n'ont pas les promesses, n'ont pas le delivery, donc les promesses, etc., Qui ont de la été... part des formateurs, sont très déçus. Mais il faut savoir que dans l'infoproduit plus particulièrement, quelqu'un qui est extrêmement déçu, il y a 2 solutions. Soit il va créer de la liquidité sur le marché et il va repasser à l'action chez un concurrent, quelqu'un qui a beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus de méfiance, soit il disparaît à tout jamais. Donc en fait, tu enlèves la liquidité de ce marché-là. D'autre part, vu que c'est un modèle alternatif, l'infoproduit, à, à l'éducation, on peut apprendre un tas de trucs sur la cuisine, sur apprendre à faire de l'argent en ligne, sur comment décorer ma maison. En fait, tu peux tout apprendre avec l'infoproduit, vu que tu as juste à payer un formateur, et derrière, tu as accès à tout son savoir en quelques clics, et tu le consommes quand tu veux, d'où tu veux, sans payer une école 5000 balles euh, ou autre. Donc, c'est cette facilité d'accès qui fait que la formation, ça va continuer à exploser pour les années à venir. D'autant plus qu'en France, on le sait, l'éducation, ça la baisse à tout niveau, hein. Je ne mets pas le doigt sur uniquement l'éducation nationale. Mais globalement, c'est un marché de plusieurs milliards chaque année. Chaque année, on prend des pourcentages de gains de croissance sur un produit en France et plus particulièrement dans le monde. Et ouais, c'est un modèle qui est fait pour perdurer, mais très important, il y a un modèle de transition. Il va y avoir une épuration, ça commence déjà du Mhm. marché par les mauvais acteurs. Les mauvais acteurs, petit à petit, de toute manière, tous les marchés se professionnalisent. Ils vont de même exit parce que ce sera de moins en moins rentable pour eux. Ils vont dépenser beaucoup trop en publicité par rapport à ce qu'ils vont engranger en termes de gains. Donc ils vont aller vers un autre modèle. Et puis globalement aussi, le marché se complexifie parce que les exigences montent du fait que les clients finaux émettent de la méfiance, leurs exigences montent. Donc au final, on était sur un modèle où on acceptait des formations en ligne au début à 500 euros. Après, on a accepté des formations en ligne à 1000 euros. Après, on a vu faire des mecs faire des webinaires, etc., avec des formations en passant d'un prix de 15 000 euros. Au final, pendant 2 heures, ce sera 1000 euros. Et au final, les gens, après tout ça, se disent, je veux plus être formé, je veux des vrais résultats. Parce que si je suis formé en autonomie, mon gain et mon résultat ne dépendent que de moi, ma transformation dépend que de moi. Et petit fait marrant, sur toutes les formations, même de nos clients, hein, c'est comme ça dans l'infoproduit, 90% des gens ne vont pas au bout de la formation, malgré le fait qu'il est payé cher. Tu as très peu de personnes qui vont vraiment au bout, et je te dirais même que tu en as 5% qui ne l'ouvrent jamais, malgré le fait qu'ils aient payé 1000, 2000 euros. Donc en fait, les gens sont un peu livrés à eux-mêmes. Et toi, en tant que formateur, si tu veux durer sur le long terme, tu dois avoir un taux de satisfaction, un taux de réussite et un taux de résultat exceptionnel pour tes clients. Si tu veux ça, il faut les pousser, il faut aller les chercher. Et il faut non pas juste donner de l'info et faire du marketing et dire bon, bah vas-y, débrouille-toi. Il faut aller les chercher. Donc le marché aujourd'hui tend beaucoup plus, non plus à vendre une formation, mais à faire un réel accompagnement. D'avoir un contact humain, d'avoir un coach spécialisé, d'être tenu par la main, de prendre des nouvelles, faire des lives directement en one-one avec la personne. Donc c'est ce que j'appelle l'américanisation du marché de l'infoproduit. C'est-à-dire, on passe sur un modèle plus exigeant, parce que le marché a ses exigences. On vend plus cher aussi. C'est des prestations beaucoup plus haut de gamme. Bien Tu ne peux sûr. pas vendre juste de l'autonomie vidéo et du coaching de la même manière. Mais le marché tend là-dessus, aujourd'hui, ouais. Et c'est sur quoi tu vas t'orienter pour la suite, j'imagine. Évidemment. Là, on est en pleine transition d'ailleurs. Bah, tout l'été, on a fait des transitions avec les clients. On était beaucoup sur un modèle en semi-autonomie. Mhm. Mais donc, par exemple, ça peut être de la formation vidéo et des lives une fois par semaine, par exemple, de la part de nos clients. Donc, sur des prestations, par exemple, qui sont entre 500 et 1500 euros pour le client final à payer au formateur. Mais aujourd'hui, ouais, on transitionne là-dessus parce que même les coûts publicitaires augmentent. Et tu sais, par exemple, quand ton coût publicitaire fait x2, par exemple, et on est très dépendant des plateformes publicitaires comme Meta, Bien sûr. Google, etc. Si tu fais x2, ton client, sa marge, elle fait diviser par 2, naturellement. Donc tu dois trouver des solutions. Et les solutions, c'est aller sur des types de produits que le marché désire plus, et donc plus haut de gamme. Donc au final, le but, c'est pas de cibler tout le monde et de vendre à tout le monde, c'est de vendre à 1% ou 0,1% de ton audience plus cher. Voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Comment tu marketes ça? Il me semble que tu as une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube, Ouais. exactement. Alors, justement, c'est la spécificité de, entre guillemets, ce qu'on appelle la personal brand.
c'est de se dire que je veux le maximum d'authenticité tout en apprenant le plus de choses possibles sur mon domaine. Donc mon but, c'est pas d'être un influenceur qui fait des centaines de milliers de vues, etc. Le fait de le marketer aujourd'hui, il passe sur deux piliers. Il passe sur ma chaîne YouTube et Instagram Mhm. et LinkedIn notamment aussi. Mais moi, je veux pas juste dire aux gens, je vous vends un accompagnement IPSP, donc Info Product Scale Partner dans les semaines à venir, et derrière, voilà, je vous apprends juste mes méthodes, etc. Moi, je veux être mon propre produit. C'est très important pour moi. C'est-à-dire que je veux vraiment que les personnes, via mes stories, via mon quotidien, voient vraiment ce qui se passe dans la vraie vie de mon agence. Ces personnes se disent, ok, il vend quelque chose qu'il fait. Je veux qu'ils voient exactement qui sont mes clients. Je donne l'identité de mes clients. Je veux qu'ils voient les chiffres qu'on fait avec nos clients, sous accord évidemment de nos propres clients. Je veux qu'ils voient les chiffres de l'agence. Je veux qu'ils voient la vie de l'agence, comment je gère avec mon associé, notre petite vie, un petit peu de lifestyle, quand on sort, etc. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Je veux vraiment qu'ils voient tout. Et aujourd'hui, mon marketing, c'est un peu ça. C'est de se dire, euh, je vais à l'encontre de ce qui se fait. C'est-à-dire, ce qui se fait aujourd'hui, c'est full bling bling, énormément de publicité, chercher le mass market à fond, faire énormément de vues pour ensuite, dans l'entonnoir, ramener un flux de personnes. Aujourd'hui, je ne veux pas vraiment être là-dedans. Moi, je veux juste rester moi. Venez dans ma petite vie. De toute façon, je suis partisan du fait qu'on attire ce que l'on est. Mhm. Donc les personnes qui se reconnaissent en moi, de toute façon, bah, elles viendront regarder mon contenu. S'il faut être client chez nous, il n'y a aucun problème. Mais oui, aujourd'hui, notre marketing passe sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, YouTube. Et globalement, on voit la vie de l'agence en toute transparence, l'avis aussi de mes étudiants de mon précédent accompagnement, du coup ce qui va se passer pour le futur accompagnement. Globalement, c'est comme ça. Bah, je mettrai de toute façon tous les liens en description, comme ça ils pourront aller voir sans trop chercher. Toi, tu es beaucoup chiffres. Ouais. J'ai une question importante que beaucoup de personnes se posent. Combien d'argent il faut pour vivre à Dubaï? Est-ce qu'il faut absolument être riche, millionnaire pour vivre à Dubaï? Enfin, on va dire un niveau raisonnable pour avoir un toit sur la tête, manger, sortir un petit peu. Forcément, si tu me dis, bon, bah, 100 000 euros par mois, on vit très bien à Dubaï. Mais qu'est-ce qui te semble être un budget raisonnable pour vivre à Dubaï? Alors, moi, ce qui me rend, c'est que, tu le sais d'ailleurs, dans ma démarche d'expatriation, je suis en train actuellement de tout documenter. Je documente mon expatriation de A à Z, combien je suis venu ici, combien je paye pour ça, les frais pas cachés, mais les frais dont on ne s'attend pas trop parce que on le voit vraiment qu'aujourd'hui sur le terrain. Euh, je montre vraiment tout de A à Z. Et du coup, tu m'as beaucoup aidé aussi lorsque on s'est vu la dernière fois quand je t'ai posé des questions. Et c'est très bien d'être du coup accompagné par des personnes pour pas faire des erreurs. Et c'est aussi dans ce processus, c'est là où je veux en venir, c'est que ne pas faire d'erreurs, c'est déjà la clé pour ne pas perdre d'argent. C'est bien de générer de l'argent, mais avant d'en générer, il faut aussi déjà penser à ne pas en perdre. Donc au niveau de tout ce qui va être lifestyle, etc., donc, moi aujourd'hui je suis à Downtown, moi, j'ai aucun problème sur les chiffres, je donne tout. Donc nous, on a décidé de venir avec Valentin, on s'est dit, on s'est mis un truc en tête, on s'est mis une barrière psychologique en se disant, il faut qu'on ait 100 000 euros liquides, donc non investis sur des comptes, de côté pour venir. Aujourd'hui, je pense pas du tout qu'il faille autant, loin de là. C'est juste nous, pour notre confort, avoir une certaine sérénité, la trésorerie aussi de l'entreprise, parce que ça passe aussi là-dessus. Il faut aussi prendre en compte qu'on est backé par l'entreprise. Moi, ma situation, elle est très simple. Je suis en coloc avec mon meilleur pote, et donc mon associé. J'ai pas d'enfant. Voilà, donc ça enlève déjà du budget. J'ai tout budgétisé sur un tableau, pas plus tard qu'il y a 2 jours, et Ok. j'ai tout lissé. Et si je me trompe pas, loyer, on a un budget lifestyle, je crois qu'on a mis à, je crois qu'on a mis à 1500 euros. Donc vraiment pur lifestyle, les restos, les machins, etc. Euh, les renouvellements de société également chaque année, mais enfin de papier, donc lissé. Je crois que on a mis à peu près 7500 euros pour deux Ok. mensuels, en ayant En un vivant à bon confort Downtown. de vie. Ouais, à downtown, en ayant un bon Mhm. confort de vie, sans être dans le luxe ou l'ultra luxe, mais de manière raisonnable, en aimant ce qu'on fait au quotidien, en allant faire des restos. On a mis 7500 tout lissé à l'année. Donc en prenant en compte que 7500 euros, c'est toujours moins que ce que je payais d'impôts quand j'étais en France. Donc en fait, mon calcul, il était simple aussi, c'est de me dire, le jour où je pourrais absorber en termes d'impôts, pour le lifestyle, D'économie, ouais. je viendrai. Mhm. Exemple, si je dois payer 10 000 euros en France, ici je viens, bah, je ne les ai plus, je peux me permettre d'avoir du coup ce budget qui contribue à ma vie quotidienne. Donc sinon, pour des personnes vraiment qui sont dans notre situation, nous on aime bien se faire plaisir aussi, c'est pour ça que j'ai dit 7500, on a pris un bon appart, 7000, du coup 100 mètres carrés, vraiment en plein downtown au pied de la Bourse. Enfin, on est allé un peu loin, notre loyer il nous fait 3500 euros par mois en tout, tout lycée. Donc aujourd'hui il n'y a pas besoin de tout ça, loin de là. Nous c'est aussi dans un but professionnel. Euh,
Puis pour des... c'est aussi ce que tu mets pas dans le bureau, tu peux le mettre chez toi. Mais ça me semble être un chiffre qui est correct. Donc, Ah oui, mais sinon, pour des personnes vraiment dans notre situation, je dirais tout compris 4500, 5000 à deux, mhm. je pense. Ouais. Non, mais ça me paraît bien. Est-ce que dans ce budget-là, tu as prévu en termes de transport d'avoir ta propre voiture, prendre plutôt des taxis? Comment tu as vu les choses? Ça, c'est trop drôle parce que j'ai énormément de messages sur Insta de personnes qui réagissent là-dessus parce que je suis fan de trottinettes électriques. Ok. Donc, comme tu sais, à Downtown, tu as le hub des trottinettes. Donc, moi, quand je suis à Downtown, je me déplace que en trottinette. Tu vois, je paye ma trottinette, ma petite lime, c'est quoi? C'est 2,50 € le trajet. Tu la lâches un peu partout où tu veux. C'est giga pratique. Mais dès que je dois sortir d'un temps, je prends directement le taxi sur Karim. Et c'est tout. Je compte pas acheter de voiture, notamment la première année. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est une éventualité. Je compte pas acheter. C'est des contraintes. Ouais. Puis tu es aussi dans un quartier où on peut bouger facilement, même en trottinette, à pied, etc. Donc c'est pas tout à fait pareil que quelqu'un qui aurait choisi de s'installer, je sais pas, à Dubaï X2, des choses comme ça. Donc je peux comprendre. C'est un peu comme les purs Parisiens. En plein cœur de Paris, ils n'ont pas de voiture. Même à Marseille, je te dirais, j'ai quelques amis à moi qui ont des voitures, mais l'extrême majorité, à 23 ans d'ailleurs, n'ont pas le permis, ça c'est pour l'anecdote, mais aussi n'ont pas de voiture. Donc en fait, je trouve vraiment que quand tu es dans une grande ville, tu es plus ou moins centré. Perso, je vois pas trop la nécessité, surtout que moi en tant qu'entrepreneur, déjà je vais pas me rajouter des coûts d'une voiture, je sais pas combien, c'est peut-être 20 000 € en tout. Ici, je sais que les voitures sont moins chères qu'en France, mais même après, c'est plein de problématiques. J'ai vraiment envie de m'enlever cette charge mentale déjà. Et dans mon budget, tu vois, j'ai calculé, ça fera 150 € de trajet par mois à deux. Donc sur les taxis, les trottinettes, etc. Donc c'est pas non plus exorbitant. En tout cas, ça a l'air d'être un projet bien cadré, bien calculé. Il me semble que tu vas en faire quand même un espèce de vlog, en tout cas, ou documentaire, je ne sais pas comment tu vas appeler ça. Quand est-ce qu'il sort et où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, je vais le finir dans à peu près 2 semaines. Là, je dois juste finaliser la fin de l'appartement, les dernières petites vidéos, des petits plans avec certaines personnes aussi qui ont contribué un petit peu au projet. Et je pense que ça sortira, donc du coup, alors on se parle d'ici un mois, on est mi-octobre, je pense à la mi-novembre, Ok. mi-novembre, et on pourra le retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Je pense que ça va être un vrai documentaire. Je pense que ça va durer entre 50 minutes et 1h20 en tout, parce qu'on voit vraiment mon départ de Marseille, en gros, à tout ce qui se passe ici, les frais que j'ai eus, les frais que j'avais pas pensé, comment me dépasser, enfin, il y aura vraiment, vraiment tout. Donc ça va être super intéressant. Je veux vraiment que ce soit, en gros, un guide complet, immersif. En gros, c'est pas de dire je suis professionnel de ce qui se passe à Dubaï, tu dois faire ça, ça, ça. Non, ça c'est pas mon job. À la limite, c'est beaucoup plus le tien par exemple. Moi, c'est juste de dire ok, le guide complet, immersif, c'est rentrer avec moi dans mon expatriation, regarder jour par jour tout ce qui s'y passe, tous les frais que j'ai eus, tous les pépins, toutes les bonnes nouvelles, etc. Et juste prenez-le en tant qu'expérience. Si vous avez des désirs d'expatriation, vous le prenez en expérience et puis ça vous servira ou Mais non. c'est bien, ça permet d'aider le plus grand nombre. Alors toi qui aimes Dubaï depuis longtemps, est-ce que tu peux nous citer 3 points positifs et surtout, ce qui m'intéresse, 3 points négatifs? 3 points positifs, la qualité de vie. Mhm. En fait, tu as tout. J'ai jamais vu ça. Le mec vient te fixer. Alors, moi, quand je commandais des trucs sur Ikea à la maison, le mec, il me disait, il m'appelait en bas quand j'étais à Marseille. Il me disait, monsieur, descendez. Donc, après, je devais me taper la montée. Et puis après, je devais fixer mes meubles, etc. Là, les mecs, ils sont là, ils appellent 1 heure avant. Ils montent. Ils font toujours en sorte de ne pas te déranger. Donc, vraiment, qualité de vie de fou, même au niveau des prix, hein, globalement. C'est-à-dire que on peut dire que c'est cher, mais si on compare, moi en tant qu'entrepreneur, ce que j'avais, comme je le disais, d'impôts en France, etc., au final, je m'y retrouve infiniment en venant habiter ici. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça c'est vraiment le mec qui vient de Marseille, la propreté. C'est extrêmement propre. Bon, Marseille, c'est une des villes les plus sales de France, malgré le fait que je suis fou amoureux de cette ville. Aujourd'hui, ouais, c'est, je dirais, le point aussi très positif. Et le troisième, vraiment le réseau. Vraiment l'ambiance en fait, l'environnement. Je suis vraiment sûr et certain qu'aujourd'hui, un entrepreneur, s'il veut évoluer, il doit changer d'environnement à des phases clés de sa carrière en fait. Moi j'ai réussi à avoir de très bons niveaux en étant à Marseille. Au bout d'un moment, tu as un rideau Mm. t'as un mur. Tu es obligé de passer à autre chose. Ça peut être découvrir de nouvelles personnes, juste être dans un cadre inspirant, te bouger les fesses aussi en termes de finances. Parce que comme je te disais, j'étais pas très pressé au niveau de mes charges et mes dépenses quand j'étais à Marseille. Alors qu'ici, tu vois, comme je te disais, là, je payais peut-être 7 500 € lycée tous les mois. Donc ça te met aussi la pression pour évoluer personnellement. Donc ça, je dirais que c'est le deuxième très très bon
point, non, c'est le troisième du coup. Troisième et dernier point. Ouais, globalement, c'est cela que je retiens le plus. Bon, après, il y a plein d'autres points. Ouais, Le mais il soleil fallait en toute choisir l'année, trois, donc voilà. non, il fallait en choisir trois. Puis le soleil, vous l'avez quand même à Marseille, on va pas se mentir. Carrément. Et sur les 3 points vraiment peut-être plus négatifs, alors c'est pas obligé que ce soit des gros défauts, mais est-ce que tu as vu des choses qui te plaisaient moins? Il y a un défaut majeur pour moi, mais encore ça ne me touche pas vraiment parce que je suis souvent enfermé dans mon bâtiment, etc. Surtout notamment à Downtown, mais encore plus quand j'étais à l'hôtel à Business Bay, parce que ça construit tout le temps. C'est-à-dire que je trouve quand même que c'est assez bruyant. Dans certains quartiers, tu me diras, parce que je ne doute pas du tout du fait que dans plein de quartiers un peu plus isolés, tout se passe bien, t'as aucun bruit. Et là, ouais, quand tu es à Downtown ou à Business Bay, ça reste quand même plutôt bruyant, pollution sonore. Après, je sais pas trop d'autres défauts, si ce n'est que je trouve quand même qu'il y a certains types de relations qui restent quand même un peu malsaines, mais ça c'est propre à chacun. Je trouve quand même que le fait, c'est une ville qui est beaucoup trop drivée par l'argent selon les relations qu'on en fait. Euh, ouais, je pense qu'il y a des associations qui sont un petit peu malsaines aussi par rapport à ça. Moi, c'est juste ce que je peux reprocher. Également, du coup, lié à celui-là, c'est le fait d'être complètement déconnecté de la réalité en fait. Parce que si on regarde le monde entier, moi tu vois, je voyage souvent, comme si je vais en Grèce, en Afrique du Sud, en France. Faut se dire que c'est un univers, mais il faut le prendre comme une utopie et adorer le fait d'être ici, mais il faut pas le mettre en standard. Parce que sinon, quand on va repartir, moi je vais en France 4 5 mois dans l'année, on va être très malheureux finalement. Donc ouais, je dirais que c'est aussi un des mauvais côtés aujourd'hui. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas pour le partage d'informations. Je crois que tu es l'un des rares, en tout cas un des seuls, qui est passé sur la chaîne avec autant de précision. Donc je pense que tu apportes vraiment quelque chose, tu as apporté quelque chose à ceux qui regardent la chaîne depuis longtemps et qui cherchent des informations précises sur Dubaï. On a hâte de voir le podcast enfin le documentaire que tu vas nous sortir. J'irai regarder. Et puis ceux qui sont intéressés, ils vont s'abonner chez toi. Petite question, qui est la question traditionnelle de la fin, c'est quel est finalement, quel est ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Déjà, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de venir partager ma petite expérience d'expatriation ici avec toi. Pour mon mot de la fin, c'est très important notamment je pense pour les jeunes, même les moins jeunes, pour les personnes qui comme moi ont 23 ans, moi j'ai commencé, j'ai voulu démarrer mes premiers business à 17 18 ans, avec de l'échec ou du succès, peu importe. Mais le mot que j'ai envie de partager vraiment dans ma carrière en tout cas d'entrepreneur et de nouvel expatrié, c'est que quand on prend de telles décisions, je pense sincèrement que mon expatriation à Dubaï, c'est ce qui va m'apporter le plus, mais c'est aussi ce qui m'a coûté le plus. On laisse tous quelque chose derrière soi en partant quelque part dans le monde, loin de ses proches, on laisse toujours quelque chose derrière soi. Moi, il faut savoir qu'à Marseille, il n'y a pas énormément de choses en vérité qui me retenaient à la fin. En termes, je veux dire par exemple les études, comme je disais, j'ai pas d'enfant, enfin, j'ai pas vraiment grand chose. Et il faut être courageux en vérité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être courageux. C'est bien d'avoir des rêves, ça je le dis tout le temps aux anciens élèves de mon accompagnement qui me sollicitent. C'est bien d'avoir des rêves, c'est beau de rêver, mais est-ce que le jour J, le jour où on est prêt à y aller à ce rêve, c'est-à-dire s'expatrier à Dubaï, prendre son billet d'avion, aller prendre son appartement, vivre ici, découvrir de nouvelles personnes, est-ce que le jour J où on a tout ça, on est capable d'assumer, d'aller au bout, de prendre cette décision très courageuse et de se dire, ok, je me lance. Pour finir, ouais, moi, je laisse quand même des choses derrière moi. Comme je disais tout à l'heure, je suis très 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 proche, infiniment proche de ma mère, de ma sœur, de ma famille. Euh, j'ai arrêté une relation avec mon ancienne copine de 5 ans. Euh, Globalement, tout se passait extrêmement bien. Mais je savais que au fond, il fallait que je vienne ici. C'était pas possible de cumuler les deux, c'est-à-dire que cette personne ne pouvait pas venir ici malheureusement. Euh, mais j'étais obligé de venir. Donc on laisse tous quelque chose derrière soi, des souvenirs, des proches, une vie, un travail pour certains aussi, un travail, une sécurité. Mais la sécurité voilà, nous coûte aussi de la liberté, et inversement, la liberté nous coûte de la sécurité. Donc il faut être courageux, il faut mettre des choses qui sont derrière soi, franchir le cap, et il faut juste avancer pied après l'autre. Et puis Bien on ne sûr. sait absolument pas de quoi est fait l'avenir. Pour moi, c'est encore très flou. Je n'ai aucune idée d'où je serai dans 1 an ou dans 6 mois. Il faut juste y aller. Bah, c'est parfait. Mais en tout cas, c'est super. Moi, je me retrouve assez dans ce que tu dis. On te souhaite que le sacrifice soit fructueux, en tout cas. Et puis, si tu as envie de repasser un jour sur la chaîne pour parler de ta formation, de la suite de l'aventure, un petit peu ce qui s'est passé entre-temps, t'hésites pas. Mais en tout cas, tu es le bienvenu. Et puis sur ce, je te remercie beaucoup d'être venu. Puis je vous souhaite à tous le meilleur et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.